Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois dans ces cadres d'échange que nous avons mis en place dans le cadre de la redevabilité. Vous savez que depuis l'installation effective du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, nous avons, à l'exemple du président de la République, fait de la redevance une obligation régulière. C'est dans ces cadres que nous nous retrouvons dans ces studios de la Radio-Télévision nationale pour parler en direct des questions qui nous concernent. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir, vous le voyez à main droite, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, chargé de la modernisation et de l'innovation du service public. Avec lui ce soir, nous allons faire un focus sur l'état des lieux de notre administration. Parce que vous savez que le programme du gouvernement qui s'effondre sur 15 piliers et 62 axes vise à faire de la République démocratique du Congo un pays fort, prospère et solidaire. Nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs si nous n'avons pas une colonne vertébrale solide, si nous n'avons pas une colonne vertébrale assainie. Et depuis la prise de fonction du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, il aura l'occasion de vous le dire, beaucoup de choses ont été faites dans l'ordre pour remettre de l'ordre dans notre administration. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, c'est un privilège de vous recevoir dans ces cadres aujourd'hui pour parler pour la première fois dans un tel format avec toute la presse réunie ici, des efforts qui sont faits à votre niveau pour que vous puissiez assainir conformément à la vision du président de la République les secteurs de l'innovation, les secteurs de l'administration publique. Vous aurez le temps de libérer d'ailleurs votre ministère innovation du service public pour que les publics puissent comprendre ce qu'il en est. Et au dernier Conseil de ministres, vous avez suivi qu'il y a des décisions dans son secteur qui ont été prises, notamment la mécanisation des milliers d'agents, une meilleure maîtrise des effectifs. Vous avez vu le président de la République mettre fin à un cycle de formation des jeunes énarques. Ça vous donne une idée de la vision globale que nous avons sur ces secteurs. Monsieur le vice-premier ministre, je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs à ces briefings avec les médias. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Merci de m'offrir l'opportunité au travers de cet exercice de répondre au rendez-vous de la pédagogie et de la redevabilité vis-à-vis de nos compatriotes qui exigent de nous, gouvernants, un peu plus de clarté et du concret dans ce que nous prenons comme décision qui engage leur avenir, qui engage leur vie. Gouverner, c'est aussi communiquer. Tout à fait. Communiquer et dire la vérité à nos compatriotes sur ce que nous faisons, sur ce que nous prenons comme mesures tendant à faire avancer la situation sociale de la nation. Alors, depuis plusieurs décennies, les Congolais ont perdu la foi à l'avenir de leur pays. Ils ne croient plus en leur État. L'État lui-même avait démissionné, en quelque sorte, face aux trop nombreux défis trop difficiles à résoudre. N'ayons pas peur de mots. L'État a failli, à bien des égards, dans sa mission de protéger nos compatriotes, de protéger les Congolaises et les Congolais. Alors, depuis son arrivée à la tête de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement affiché sa détermination pour le relèvement de la nation. Alors, sa vision se résume à faire de notre État un État fort, à travers une véritable armée, une vraie police nationale,
une justice digne de ce nom, mais aussi une administration publique qui fonctionne normalement. Et dans ces combats pour le salut de la nation, mission m'a été confiée de gérer la fonction publique, de moderniser l'administration publique dans notre pays. Alors, à notre arrivée à la tête de ces ministères, nous avons trouvé, j'ai eu l'occasion de le dire, l'administration publique dans une situation catastrophique. On trouvait l'administration publique malade, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même dans le coma, stade 2. Alors, avec évidemment de multiples pathologies. D'abord, il y a l'obsolescence du cadre juridique de l'administration publique, les cadres organiques explosés, totalement débordés, les recrutements non planifiés, non budgétisés, non maîtrisés, le vieillissement des ressources humaines avec un passif important, faute de mise à la retraite, l'absence de formation pour le renforcement des capacités et des compétences, l'inadéquation entre le profil des agents recrutés et leurs postes de déploiement, les conditions de travail évidemment déplorables, pas un secret, la faible qualité de prestations de services publics, les faibles conditions salariales, disons les choses comme elles sont, les sécurités sociales, et j'en passe. Maintenant, devant ces tableaux plutôt sombres, la réforme que nous pilotons sous la coordination du Premier ministre Samalou Kondé, et suivant la vision du chef de l'État, prévoit une série de thérapies de choc. D'abord concernant la maîtrise des effectifs. Je l'ai indiqué. Là où il faut avoir 4 personnes, on en trouve 50. Dans une division où il faut trouver 80 personnes, on en compte 300. Même dans un bateau, même dans un avion. Lorsqu'il est prévu 150 places, on ne peut pas prendre le double. Faute de voir l'avion n'est pas décollé. Alors on s'interroge, pourquoi notre pays ne marche pas? Pourquoi l'administration a des problèmes? Oui, mais l'administration a des problèmes parce que nous avons créé des problèmes. Par notre irresponsabilité. Oui, je dis nous en tant que responsables et décideurs politiques. Alors, la priorité des priorités, c'était donc de maîtriser, les effectifs. Maîtriser les effectifs. Pour ce faire, nous avons créé un fichier de référence de l'administration publique, avec à la clé les recensements biométriques numérisés. Il y a eu une série de recensements qui a été organisés, et puis après, on s'est rendu compte que les listes déclaratives par emboîtement qui ont été transmises par les administrations diverses étaient corrompues, n'étaient pas fiables. Il fallait donc les numériser. Dans un premier temps, ça a été informatisé au niveau de la FEMRAP. Et dans un second temps, nous avons pensé qu'il fallait carrément procéder à un recensement biométrique avec empreinte digitale et fond de l'œil pour essayer, in fine, d'avoir un fichier fiable avec des données impossibles d'être corrompues.
D'abord, il y a frappe V1 et puis frappe V2, V comme version. Et aujourd'hui, sur base de la numérisation des anciennes listes, nous sommes en train de créer le frappe 2 avec deux opérations, la certification des données de services centraux et la deuxième, la remontée des données provinciales avec le système offline et des JPO, des jeunes professionnels, qui sont disséminés à travers le pays et qui travaillent pour que cela se fasse très rapidement. Le FRAP 2 va ensuite nous permettre de muter vers un système intégré de gestion des ressources humaines qui va nous permettre d'avoir un data center où tous les agents publics de l'État seront identifiés et identifiables, où qu'ils se trouvent. À Bambessa, à Mbandaka, à Lubumbashi, à Goma, en Ituri, Bunia, à Kinshasa, à Kikwit, et partout à travers le pays. Ensuite, nous avons, grâce à la Banque mondiale, acquis 200 valises mobiles d'identification qui feront le tour à travers toutes les administrations pour aller débuter l'opération de l'octroi des cartes d'identification pour chaque agent public, pour chaque fonctionnaire. Des cartes avec puce et QR code sécurisés et qui nous permettra de pouvoir identifier chaque agent public. In fine, nous chuterons avec l'organisation d'une conférence sur le cadre organique afin de permettre à notre pays de se doter d'un nouvel organigramme de l'administration publique qui aujourd'hui fait défaut, de secrétaires généraux jusqu'aux derniers huissiers, pour que nous sachions par administration et selon le besoin nouveau, actuel, combien d'agents publics avons-nous besoin. Ça nous permettra demain de répondre à la nécessité d'avoir, de combiner cette sorte de triptyque, un agent, un poste, un salaire, et pour nous permettre donc de maîtriser en même temps la masse salariale. Ensuite, il y a la question, je l'ai dit, du vieillissement et donc du rajeunissement de l'administration publique. En 2013, l'ENA, l'École nationale d'administration, a été créée pour justement relever ces défis du rajeunissement. Et jusque-là, plus ou moins 2000 jeunes universitaires, ENARC et JPO, jeunes professionnels, ont été recrutés de manière compétitive. Le chef de l'État tient à un rajeunissement qualitatif et de haut niveau. Vous l'avez indiqué, Patrick. Tout à fait. Il a clôturé personnellement la 6e promotion de l'ENA il y a quelques jours. Et j'ai procédé à l'ouverture ou au lancement de la formation de la 7e promotion. Actuellement, je suis en train de vouloir agir pour une meilleure intégration de tous les JPO qui sont, comme je l'ai indiqué tantôt, disséminés à travers le pays avant de poursuivre le programme avec nos partenaires. Mais malheureusement, cette intégration pose des problèmes et est mise en mal, notamment à cause de la présence, encore aujourd'hui,
au sein de l'administration, des seniors, qui ont largement, mais alors très largement, dépassé l'âge de la retraite et qui attendent à bras ouverts de partir dignement à la retraite. Plus ou moins 350 000 agents sont aujourd'hui éligibles à la retraite. Et certains sont non-ingénieurs, voire même centenaires. On en compte 256. Ce n'est donc plus une question seulement de droit, c'est devenu aussi un cas de conscience. Et notre devoir est celui de débloquer une machine qui a été bloquée depuis 40 ans. Machine bloquée depuis 40 ans. Nous avons reçu des instructions précises pour ce faire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Celle d'enclencher le processus. Avant la fin de l'année, de cette année, tous les centenaires, comme je l'ai indiqué, et tous les non-ingénieurs vont partir à la retraite. Ils vont recevoir leurs indemnités fin carrière et vont immédiatement être pris en charge par la CENSAM, mensuellement. Dès le premier trimestre 2022, une deuxième vague, puis une troisième au trimestre suivant, vont permettre aux octogénaires et je crois les septuagénaires aussi d'emboîter les pas aux autres et ainsi de suite. Nous tiendrons dans 2 semaines un atelier sur l'actualisation de la base juridique de calcul des indemnités de fin de carrière et de la pension qui aujourd'hui évidemment est trop faible. Dans les volets de la modernisation, il y a d'abord la modernisation du cadre juridique de l'administration publique, les statuts des agents de carrière, des services publics de l'État, qui à bien de points est devenu obsolète. Ensuite, il y a les règlements d'administration qui permettent une meilleure application de la loi. Il y en a à peu près 50. Et tous ces règlements, aujourd'hui, sont porteurs d'une signature, celle du feu président Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga, depuis 1982. 40 ans d'attente, d'attentisme. 40 ans où on n'a rien fait pour essayer de faire avancer les choses dans ces sens, dans ces cadres-là, cadre de la modernisation. Ensuite, il y aura évidemment les édits pour l'installation de l'administration provinciale et locale. Il y a également le volet numérisation en vue petit à petit d'aller vers une matérialisation ou j'allais dire une dématérialisation, c'est pour le lapsus de notre administration. Aujourd'hui, lorsque vous visitez les locaux qui abritent nos services administratifs, ce sont des locaux qui coulent sous le poids de la paperasse. Et nous devons petit à petit opérer une mutation vers l'informatisation et la numérisation, et donc la dématérialisation progressive de notre administration. Ensuite viendra alors le tour de la modernisation de l'environnement du travail. Là aussi, nous avons commencé la réhabilitation du grand bâtiment, mais aussi de certains bâtiments qui abritent les services de l'administration. Mais le programme du gouvernement prévoit la construction de nouveaux bâtiments, notamment au niveau des chefs-lieux et au niveau progressivement de nos différents territoires. Enfin, je veux peut-être chuter avec les conditions salariales de fonctionnaires. S'agisse
la prise en compte de non payés, des fonctionnaires non payés. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le ministre, de la mécanisation. Nous avons trouvé là aussi une situation qui a longtemps perduré, ce phénomène incongru de NP, de non payés donc. Ça veut dire des fonctionnaires qui sont admis sous statut, des agents qui sont certifiés agents publics de l'État, mais qui ne sont pas rémunérés par l'État. Et nous sommes en train de nous battre pour que, petit à petit, nous commencions à voir dans quelle mesure nous allons mécaniser tous ces agents et en même temps régulariser progressivement ce qu'on appelle le NU et entreprendre un dialogue constructif avec les banques syndicales en vue de voir dans quelle mesure l'on peut améliorer les conditions salariales. Voilà à peu près, mais tout ceci, tous ces efforts mis ensemble ont pour finalité de permettre à notre pays de disposer d'une véritable administration publique proche de nos compatriotes. L'objectif, c'est d'améliorer les services administratifs. Mon combat, c'est vrai, il faut améliorer les conditions des fonctionnaires, mais il faut que le fonctionnaire puisse aider l'État à disposer d'une machine administrative qui soit à la hauteur de sa grandeur et des enjeux. Voilà. Maintenant, je crois que c'est les résumés, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres problèmes, évidemment, qui existent. Et je suis donc à la disposition de questions éventuelles afin d'éclairer davantage la lanterne de nos compatriotes. Voilà, il est 19h03, nous disposons d'à peu près 30 minutes pour des questions éventuelles qui permettront au vice-premier ministre de donner des éléments d'éclairage. Alors, on va prendre la première question. J'ai vu Richard Chacon. Le principe, monsieur le vice-premier ministre, on vous pose la question, vous répondez instantanément. Immédiatement après. Merci beaucoup. Monsieur le VPM, vous avez parlé de la mise en retraite des agents de l'État. Je voudrais savoir comment ça va se faire. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les octogénaires, les septagénaires, concrètement en termes de... Parce que la mise en retraite suppose qu'ils auront droit à une mise en retraite, comment je peux dire, bien pour qu'ils se reposent. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes de chiffres d'argent? Est-ce que ce sera sur fonds propres du gouvernement ou sur fonds propres ou sur appui comme la Banque mondiale? Est-ce que ça sera aussi différent de ce qu'on a suivi avec le ministère de l'EPSP où on a mis en retraite certains agents avec une somme modique de 2500 $ avec des congélateurs? La dernière question, c'est où est-ce que vous en êtes avec les affectations ou la mise en place des secrétaires généraux? Parce que c'est un dossier que vous avez trouvé sur votre table. On a procédé à cela. Le chef de l'État a demandé à votre prédécesseur de surseoir la mise en place. Est-ce que vous comptez refaire ça? Merci. Merci. Richard, vous restez là le temps. Je réponds directement. D'abord à la deuxième question. L'affectation de secrétaires généraux qui ont été nommés après concours et sera bientôt effective. J'avais soumis un dossier au Conseil des ministres qui m'avait autorisé évidemment de préparer la retraite de ceux des secrétaires généraux ayant largement dépassé l'âge requis pour la retraite avant de mettre en place ceux qui peuvent encore continuer à être actifs, à prester. Je crois que le dossier est fin prêt. D'ici là, c'est une question de jours. Nous allons d'abord donc mettre à la retraite les éligibles et affecter les autres. Pour votre première question, c'est sur fonds propres du gouvernement, effectivement, mais je ne veux pas ici vous donner des chiffres précis, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons
d'ici, et je crois que je l'ai dit, j'ai cru comprendre que vous avez préparé votre question avant mon mot introductif, mais, ainsi que je l'ai indiqué, nous allons, d'ici décembre 2021, agir pour que tous les centenaires et les nonagénaires puissent aller à la retraite. Ils recevront leurs indemnités fin carrière, les modalités de calcul sont connues. J'ai préparé, je vous l'ai dit, la possibilité d'une révision de la base de calcul des indemnités, de ces indemnités fin carrière pour essayer de la solidifier et immédiatement ces retraités seront pris en charge mensuellement par la CNSAP, donc la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun problème. L'argent a déjà été trouvé et nous sommes en train de voir les modalités pratiques. Voilà, prochaine question, Pichou Mulumba. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, je comprends que la maîtrise des effectifs reste votre cheval de bataille. À ce stade, vous en êtes à la certification des données, j'ai noté. Combien de temps va durer ces processus? Et est-ce qu'entre-temps, vous êtes sûr que les recrutements sauvages sur base de familiarité a pris fin? La deuxième petite préoccupation, c'est que vous parlez de l'ENA, mais ça saute aux yeux que cette école nationale d'administration produit des diplômés que l'État ne s'est pas encore casé. Est-ce une façon de dire que c'est une expérience qui peine à être capitalisée? Ça veut dire que vous n'avez pas suivi la dernière évolution de la situation en ce qui concerne l'ENA. Nous avons réussi à caser tous les lauréats de la 6e promotion qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont affectés à des postes budgétairement prévus et portés. Donc, nous sommes en train de vouloir corriger les passés. Et nous sommes là pour ça. C'est ça sur la gouvernance. Il est incongru de former des jeunes gens pétris de talents et de ne pas les utiliser ou de les sous-utiliser. Donc nous sommes en train de nous battre pour que pareille pratique ne se reproduise plus. Donc là, il n'y a pas de problème. L'autre volet de la question, il y avait une autre volet de la question. La question sur la maîtrise des effectifs. Les recrutements sur base, comment vous aviez dit ça? Les familiarités. Les recrutements sur base de familiarité. Est-ce que ça a pris fin entre-temps? Monsieur Mulumba, qui recrute? Qui recrute dans la fonction publique? C'est moi, c'est le ministre de la fonction publique qui a la charge de recrutement. Donc ça veut dire que vous m'accusez de vouloir poursuivre ce que je veux combattre. Non, pas du tout. Il n'y aura plus de recrutement de complaisance. Je l'ai dit, ce qui a tué notre administration, c'est l'irresponsabilité. On ne peut pas distribuer le numéro matricule comme des cacahuètes. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, j'ai vu, moi aussi, des amis, des cousins, des membres de ma famille venir vers moi, croyant que j'allais commencer tout de suite l'opération de distribution des numéros matricules. Et je crois que jusqu'à présent, personne n'a reçu ces numéros matricules, à part les énarques de la promotion, la 6e promotion chez Tshisekedi. Il faut que nous puissions rationaliser le recrutement. Il faut revenir vers la loi, parce que nous avons tourné le dos à la loi. On ne peut pas entrer dans la fonction publique comme on veut. N'entre pas dans la fonction publique qui veut. Il y a des critères. On recrute sur concours, peut-être aussi sur titre, mais à titre exceptionnel. À titre exceptionnel. Je crois que nous allons nous battre pour essayer de changer de narratif, changer de paradigme et montrer que lorsqu'on veut, on peut effectivement. Non seulement nous allons maîtriser les effectifs, mais nous allons organiser, je l'ai dit, une conférence pour doter notre pays d'un cadre organique qui va permettre à ce que nous ayons dans ce pays une administration avec la triptyque, un agent, un poste, un salaire. Il ne sera donc plus question de replonger dans ces systèmes tout à fait incongrus de recrutement sur base de clientélisme ou sur base de familiarité. Rassurez-vous.
Prochaine question, Madame Neige Moussangui. Monsieur le ministre, vous avez parlé de réforme de l'administration publique. Où en sommes-nous avec les réformes de l'administration de la justice? Réforme de l'administration de la justice. Je crois que vous êtes bien renseigné, certainement. Alors, il faut aller vous renseigner davantage. Nous avons doté l'administration de la justice d'un cadre organique, d'un nouveau cadre organique, mais aussi d'un nouveau référentiel des emplois. Un arrêté a été même pris au titre d'agrément provisoire de ces deux actes. Donc, de ce point de vue-là, nous attendons juste le décret du Premier ministre pour pouvoir boucler la boucle. Mais nous n'allons pas, si vous voulez, hésiter avec la ministre d'État, ministre de la Justice, d'actualiser, si de besoin, en tout cas, en cas de nécessité, le cadre organique tel que nous l'avons déjà élaboré en fonction de besoins nouveaux. Blaise Bokokia, prochaine question. Et puis ce sera Izouba et Jean Recommandé. En fait, Excellence, moi je ne pose pas une question relative aux réformes et à l'administration publique, mais plutôt une préoccupation sur un sort qui concerne un confrère impliqué dans cette fameuse affaire qu'on appelle Kamwenan Sampou. J'espère que je vais bien lire son nom. C'est Pierre Sostène Kambindi, qui est journaliste dans la province du Kasaï central, je crois. Qu'en est-il, surtout du cas de ce confrère? Quelle est la vérité autour de cette affaire? Merci. La question est destinée au ministre Lacombe. Ah, j'ai eu peur. Alors, Blaise, j'ai eu peur. Je ne comprends mais pas attendez que je vous réponde. Même si vous ne recevez, attendez que je vous réponde. Blaise, la RTNC, bon, un jour j'espère que vous ne me chasserez pas. Sur la question des Sostènes, d'abord je dois dire que il faut qu'on évite toute forme d'amalgame sur cette question. Parce que j'ai entendu dire, quand c'est arrivé, j'étais en mission à l'extérieur du pays, j'ai entendu de gens qui étaient même prêts à faire un lien entre ce qui arrive à Sostène et le gouvernement. D'abord, le gouvernement n'a rien à voir dans ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un procès qui a commencé depuis 2 ans sur l'assassinat de Zaïda Catalan et Michael Sharp à leurs âmes. Et c'est un procès qui est conduit de manière conjointe. Ça veut dire que notre justice militaire travaille étroitement avec un mécanisme mis en place par les Nations Unies. Et c'est dans le cadre de ces mécanismes qu'il a été décidé, pour la poursuite des enquêtes, d'interroger les autorités provinciales de l'époque. Il s'agit de l'honorable Alex Kandé et de M. Milonga. Et lors de leur déposition, M. Milonga a parlé de trois personnes qui ont été les premières à lui amener la vidéo de l'assassinat de ces chercheurs. Et parmi les 3 personnes impliquées, il y avait donc un M. Israël Ntumba, un certain M. Bouchabou et M. Sostène Kambidi. Et donc, c'est dans le cadre des enquêtes que M. Sostène Kambidi a été appréhendé par la justice militaire. Notre travail comme ministre des tutelles, c'était d'abord de savoir ce qu'il en était exactement. Nous nous sommes informés auprès de l'auditeur général, et d'ailleurs, Journalistes en danger s'était aussi impliqué. C'est un dossier qui est en instruction. Bien évidemment, les secrets d'instruction ne peuvent pas nous être dévoilés. Mais si le magistrat qui travaille dans un mécanisme conjoint avec les Nations Unies ont interpellé autant le journaliste Israël, autant le journaliste Sostène, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être éclairés davantage. Nous nous sommes assurés qu'il ait accès à son avocat, je crois que c'est ce qui est fait, qu'il soit détenu dans des conditions acceptables et qu'on clarifie son statut. Est-ce un inculpé? Est-ce un renseignant?
Je crois que les dernières évolutions, depuis mon retour, il a été amené à Kananga et je crois que demain ou après-demain, la question sera fixée sur son statut. Mais ici, vous comme nous, comme tout le monde, nous voulons la vérité sur ce qui est arrivé, sur ces chercheurs qui sont décédés chez nous dans des conditions que je ne saurais même pas rappeler ici, et que nous allons nous assurer que justice soit faite, alors que la justice s'efface dans toute son indépendance. Donc il faut comprendre que d'abord, ce n'est pas une affaire du gouvernement, des deux, que nous ne pouvons pas interférer dans les déroulements de la justice d'un procès qui a commencé depuis 2 ans, mais que de 3, nous nous assurons, avec les associations de protection de journalistes, que le confrère puisse avoir accès à son avocat et puisse préparer ses moyens de défense suivant ce qui lui est imputé dans les dossiers, dans ce qui se discute. Donc, nous y reviendrons dès que la question aura évolué, mais nous suivons de près. Alors, prochaine question, Jean-Ric Oumandé. Ah non, j'avais dit Izouba. Et puis ce sera Jean-Ric. Alors, il faut que Izouba pose une question, parce que je vois encore 4-5 demandes de parole, pour que nous puissions être dans le temps. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais d'abord introduire ma question pour dire que, loin de moi, l'intention de nuire aux intérêts des confrères de la RTNC. Monsieur le ministre, la maison qui vous accueille aujourd'hui, c'est la RTNC. Cette entreprise publique est en vieillissement avec un personnel éléphantesque. Pensez-vous identifier son personnel et l'assainir? Merci. Merci beaucoup, mais nous allons le faire en collaboration avec le ministre de la Communication. Je crois que la collaboration est déjà là. Tout à fait. D'abord, les agents de la RTNC ne sont pas agents de carrière des services publics de l'État. Ils relèvent du Code du travail, mais ils travaillent pour le compte de l'État, évidemment. Donc je ne vais pas esquiver la responsabilité qui est la mienne, parce que nous sommes aussi là pour essayer d'aider tout le service public de l'État à bien fonctionner. Et donc sur cette question précise, nous allons en collaboration avec le ministre de tutelle voir dans quelle mesure nous allons effectivement essayer de faire un plan pour départ à la retraite et un plan de rajeunissement du personnel de la RTNC. Ça va de soi. La question a déjà été soulevée au niveau du Premier ministre. C'est une question qui est en train d'être traitée. Et vos apaisements. La RTNC sera bel et bien modernisée. Merci. Et c'est une question qui est étroitement suivie. Je crois que les syndicalistes, j'ai discuté avec l'un d'eux d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y a des revendications de la grève qui a paralysé la chaîne il y a quelques jours, qui sont en train de trouver des réponses, notamment avec le collègue du budget. Donc il y aura de l'évolution à ces sujets. Pour le reste, c'est à l'image de toutes les structures de l'État. Ça veut dire qu'il y a eu des personnels qui ont vieilli, mais il n'y avait pas de procédure de prise en charge, que ce soit dans la structuration de ces entreprises. Puis quand vous regardez la RTNC, vous allez à la SCTP ou dans toutes les entreprises publiques, il y a cette problématique de vieillissement. Mais pour ce qui concerne spécifiquement la RTNC, nous avons un plan qui va se mettre en place bientôt pour arriver à assainir, à rajeunir, et être en mesure de faire de la RTNC un outil moderne qui va refléter la puissance de l'État. Mais j'aimerais quand même compléter s'agissant de... vous avez parlé de la taille éléphantesque. Oui. Le Premier ministre l'a dit, l'a communiqué lors du dernier Conseil des ministres, que des efforts seront fournis par le gouvernement pour essayer d'étendre l'assainissement à tous les services de l'État. Tous les services publics seront concernés par l'assainissement. Parce qu'effectivement, autant pour la fonction publique, dans d'autres services publics, nous avons observé le même degré de complaisance qui a régné lors des processus de recrutement. Donc il faudrait essayer de voir comment nous allons, à tous les niveaux, essayer effectivement de remettre de l'ordre. Voilà, on va prendre Jean-Ric Oumandé. Et puis ce sera Achille Kadima. Zulu Namonio.
VPM, question morale, il n'y a pas de problème. J'ai bien vu, monsieur. L'esprit à Matumboli. On vous donnera la parole. J'ai vu Fumubaba, j'ai vu aussi Marlon Kachamo. Attendez, on va vous donner la parole. Oui, s'il vous plaît. Jean-Ri Koumandé. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le VPM, Liaou, félicitations pour le travail que vous faites. Mais je voudrais savoir, parce que quand vous avez pris les rênes du ministère de la fonction publique, vous avez parlé d'effectifs qui entraînaient des pertes énormes en termes de millions. À cause des doublons d'effectifs, chaque mois, il y avait des millions, tout ça. Je crois là, vous êtes en plein processus de réforme. Est-ce que vous avez déjà commencé à éviter à l'État la perte de ces millions-là que vous avez décrié à votre prise de pouvoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux secrétaires généraux. Il y avait eu test, après contestation, le chef de l'État avait suspendu. Je n'ai pas trouvé satisfaction à la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Est-ce que vous allez appliquer les résultats ou bien vous allez nommer les gens qui avaient satisfait au test ou vous allez reprendre le processus à zéro? Merci. Oui, s'agissant de la question de fictif, de doublons, de cumulats, ensemble de fonctionnaires qui se retrouvent aujourd'hui en situation litigieuse au niveau de l'administration publique. Je l'ai indiqué tantôt. Nous avons mis en place le FRAP. Et nous avons combiné peut-être qu'il faut rappeler la définition du FRAP. Le fichier des références de l'administration publique. Et nous avons lancé 2 opérations concomitamment. Il y a la certification des données au niveau des services centraux, c'est-à-dire des services ici à Kinshasa, et ensuite la remontée des données provinciales. Vous m'avez peut-être vu à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu. J'irai prochainement à Mbujima et puis à Kananga, à Chikapa, après Mbandaka, Kisangani et ailleurs, pour la même opération. C'est-à-dire que j'ai sollicité du Premier ministre, du Conseil du ministre, qui m'avait déjà autorisé à prendre les mesures conservatoires, un temps pour certifier les cas de litiges qui ont été décelés. Donc, ce que j'ai pris comme précaution, c'est en somme de certifier les cas de fraude, de litige, avant la sanction. Et je voudrais déjà vous informer que les sanctions ont déjà commencé à être prises. Les sanctions, c'est-à-dire les mesures conservatoires, qui consistent à bloquer les salaires des agents présumés fraudeurs ou se trouvant dans le cas de litige. Donc nous allons le faire avec méthode, sans précipitation aucune, parce que nous savons que c'est lié à des droits individuels qui sont protégés par la Constitution. Donc j'y vais avec méthode pour essayer effectivement de nettoyer une fois pour toutes le fichier et doter notre pays d'un système intégré de gestion des ressources, des ressources humaines. Alors, à ce qui concerne, donc rassurez-vous, le travail est progressif. Nous sommes en train de travailler sans bruit, sans trompette, mais le travail est là, en train d'être abattu, très sérieusement par des équipes qui travaillent jour et nuit. Ensuite, vous revenez sur la question des secrétaires généraux. Mais je l'ai dit, M. Oumand, est-ce que vous êtes obsédé par cette affaire de secrétaire général? Nous allons affecter des nouveaux secrétaires généraux sur base des ordonnances qui ont été nommées et qui ont été prises par le président de la République. Mais je vous rappelle que ces ordonnances ont été prises à l'issue de ces concours organisés par Kadisek. Alors, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, M. Oumandi, des secrétaires généraux qui seront affectés prochainement seront ceux qui auront préalablement réussi au concours. Parce que ce sont ceux-là qui ont été nommés, ou si vous voulez, dans le cadre de ces ordonnances.
Mais seulement j'ai dit que nous avons plus ou moins 48 postes qui sont vacants, mais avec 72 secrétaires généraux qui ont été nommés. Ce que j'ai proposé comme mesure palliative, c'était d'envoyer à la retraite les secrétaires généraux, même ceux qui ont réussi au concours, mais qui ont dépassé largement l'âge de la retraite. Je ne vois pas ce qui est difficile à comprendre. Tout est clair. J'envoie à la retraite préalablement pour que je ne laisse pas des gens en train de flotter, parce que je ne peux pas affecter 72 personnes. Alors, il se fait que parmi les 72, il y en a qui sont éligibles à la retraite. Donc, il fallait bien chercher des moyens pour les envoyer à la retraite. Des moyens, je les ai trouvés. Et maintenant, je veux les envoyer dignement à la retraite avec émérita, donc ils gardent leurs avantages, et puis je veux affecter ceux qui sont en position d'être en activité. Voilà, on va prendre... Est-ce qu'il y a encore un élément à ajouter, M. Oumande, sur cette question? On va prendre la dernière série de questions. Avant la question à Lingala de Zoulou, on va terminer en Lingala. Ce sera Paul Matendo, Marlon Kachamou, Fumubaba et Tite Leongi. On en termine là. Allez-y, une question s'il vous plaît, parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal télévisé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. En fait, je ne pose pas une question, mais j'ai bien entendu le vice-premier ministre et je fais plutôt une recommandation. Je formule une recommandation. Je suis surpris de vous entendre, Monsieur le vice-premier ministre, de parler d'un domaine aussi important relatif aux chiffres sans faire allusion à l'annuaire statistique 2020 de la RDC qui venait d'être publié au mois de septembre dernier. Alors ce que je vais vous recommander, c'est que consultez cet annuaire. Il y a des données très très importantes et je crois que ça va vous permettre de faire une analyse comparative entre ce que vous découvrez sur le terrain et ce que vous présentez en tant que gouvernement officiellement. Concernant quoi? Concernant point précis. Concernant les statistiques démographiques, parce que c'est là où dans l'annuaire comprend trois parties. La présentation de la RDC, les statistiques démographiques et sociales et les statistiques économiques. Alors, ce que vous dites en tant que vice-premier ministre en charge de la fonction publique fait partie de statistiques démographiques et sociales. J'ai eu le temps de survoler, je vous le recommande vivement, ça va vous permettre de faire un bon boulot. Merci. Merci Paul, on va prendre en compte Non mais attendez, monsieur Paul Matendo. Monsieur Matendo, il ne faut pas plaisanter avec ces questions. Ce sont des questions sérieuses. Lorsque vous voulez poser une question, moi je suis prêt à vous répondre, mais ayez au moins un point précis sur lequel vous allez vous référer, Parce que là vous dites, vous me conseillez, merci, je prends le conseil volontiers, merci. Mais il eût fallu me préciser exactement de quels chiffres s'agit-il. Vous parlez du nombre de fonctionnaires, du nombre de retraités, ou vous parlez du nombre de fonctionnaires non payés? Vous parlez de quoi précisément par rapport à la réforme de l'administration publique? Je parle des effectifs de la fonction publique et je précise que ce que vous relevez fait partie de statistiques démographiques et sociales. Je reçois le conseil. On prend la remarque. Alors, Marlon Kachamou. Merci beaucoup pour la question. Je vais peine, ça va faire très longtemps qu'on parle des fonctionnaires de l'État. Et ils n'ont pas bonne mine quand vous les voyez, en général. Vous avez déjà fait plus de 3 mois en tant que vice-premier ministre de fonction publique. J'aimerais savoir que vous puissiez nous répondre avec précision, clarté. Il y a combien de fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo, fictifs comme ceux qui ne le sont pas? Merci. Là au moins c'est précis. On me pose la question de savoir s'il y a combien de fonctionnaires. Alors selon les estimations, parce que vous avez bien vu que, bien entendu, que j'étais en train de certifier
les données et de constituer un fichier nouveau qui va nous permettre d'écarter des personnes n'ayant pas qualité, parce qu'elles sont légion dans le fichier actuel, et puis de répondre plus précisément à votre question. Mais selon les estimations, nous avons à peu près 1 450 000 fonctionnaires. Des estimations. Les estimations, parce que moi je ne voudrais pas certifier, alors que j'ai déjà décelé des personnes qui n'ont pas qualité, à peu près 40 000, si vous voulez. Des personnes que j'ai déjà décelées, c'est-à-dire qui sont de nouvelles unités, en soi non admises sous statut, mais qui se retrouvent dans le fichier de la paye. Alors donc, à un certain moment, je ne veux pas, moi, m'hasarder à vous dire précisément le nombre, alors que nous sommes en train de faire ce travail du recensement biométrique cette fois-ci, qui va nous permettre d'avoir un chiffre précis d'ici là. Voilà. Tite Lyongi. Donc un peu de patience, M. Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je crois que nous sommes en face d'un technicien. Mais j'aimerais quand même vous préciser que le gouvernement est en train de fournir des efforts pour améliorer les conditions sociales de fonctionnaires. Très important. Mais je ne sais pas où vous travaillez, M. Marion. Je ne sais pas combien vous gagnez dans la vie. Mais je puis vous dire avec certitude qu'il y a des fonctionnaires qui gagnent aujourd'hui mieux que vous. Voilà, mais c'est une boutade du VPM, Marlon. C'est une boutade. Donc tous les fonctionnaires n'ont pas mauvaise mine. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des fonctionnaires qui ont... Oui, il y a des difficultés. Il y a des difficultés que nous reconnaissons. La fonction publique, je l'ai dit, va mal. Les gens sont sous-payés. Il y en a qui ne sont même pas payés. Donc nous allons faire des efforts. Nous allons fournir des efforts pour essayer d'améliorer cet état des choses. Mais je ne veux plus qu'on parle de fonctionnaires comme de moins que rien, parce qu'aujourd'hui, la fonction publique est en train de changer des visages, et ça, suivant la vision de son Excellence, M. le Président de la République. Monsieur Tite Lyongi, rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Vice-Premier ministre, nous sommes en face d'un technicien. Tout a été dit, mais plutôt je veux un peu comprendre au niveau de la transition, parce que nous quittons le modèle qui semblait être mécanique vers la numérisation. Alors parlons un peu maintenant de l'apport du personnel. Qu'est-ce que votre ministère compte mettre en place dans le cas des renforcements des capacités du personnel? Parce qu'aujourd'hui, je sens que vous tenez à la responsabilisation pratiquement des fonctionnaires. Je veux un peu savoir, le système va connaître une transition. À votre niveau, qu'est-ce que vous comptez dans le cadre des renforcements des capacités des agents de votre secteur? Merci beaucoup. C'est une question pertinente. Je crois vous avoir indiqué tantôt que nous avons mis en place, le gouvernement de la République a créé l'ENA, l'École nationale d'administration. Ce que nous envisageons, c'est d'accorder davantage de missions à l'ENA. En dehors de la formation initiale réservée aux jeunes qui sortent des universités, les énarques, nous allons mettre un accent particulier, vraiment alors particulier, sur la formation continue. Et au moment où nous parlons, je ne sais pas s'ils ont déjà clôturé, mais en tout cas, tous les jours, si vous allez à l'ENA, vous trouvez des salles pleines de chefs de division, chefs de bureau, et même certains directeurs qui sont en formation. L'idée, c'est évidemment de renforcer les capacités et les compétences de ceux qui incarnent l'État, en quelque sorte, qui représentent l'État et qui constituent justement les socles. Il faut comprendre que c'est l'administration qui permet au gouvernement de mettre en application son programme, d'appliquer son programme. C'est l'administration qui permet au gouvernement de réaliser les réformes. Donc, il faut bien que ces acteurs majeurs puissent être dotés des compétences appropriées pour pouvoir affronter ces défis. Et je sais, ce sont des défis colossaux dans notre pays, parce qu'il s'agit des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nous allons essayer effectivement de renforcer le chose dans ce sens-là. Nous allons informatiser l'administration. Nous avons déjà commencé.
sais pas si vous suivez les informations à la fonction publique, il faut peut-être que Tchibasoué, Mme Kilocho et les autres puissent renforcer ma capacité à communiquer, mais nous sommes en train de... Vous reviendrez faire le briefing alors. Oui. Nous sommes en train d'informatiser l'administration publique. Et nous allons renforcer ces efforts. Nous avons un programme à moyen terme, un bureau, un ordinateur. Et à long terme, ça veut dire dans 2-3 ans, un agent, un ordinateur, afin de faire de notre administration une administration moderne, performante, au rendez-vous du rendement. Merci Fumubaba pour la dernière question en français, et puis ce sera Zoulou en lingala. Merci Excellence, votre honneur. Je tiens à vous rendre honneur pour le travail que vous abattez, qui est appréciable. Jamais quelqu'un peut prêcher pour une autre chapelle. Je suis de la RTNC, vous me connaissez, tout le monde. Monsieur VPM. Je vais ajuster le micro parce que je me suis très difficilement. Monsieur le vice-premier ministre, je ne veux plus personnaliser la question. Ça remonte à une époque, depuis Dongo jusqu'à aujourd'hui. On engage, nous sommes là, les batteurs de tam-tam. On encense les gens. Je connais des gens qui sont venus dans cette maison, qu'on a encensés, qui sont devenus des grands messieurs. Mais les journalistes meurent comme des mouches. Joueurs de tam-tam, mais sans retraite. Je pense que le chef de l'État est en train de nous attendre en ces moments. Comment voulez-vous? Tout à l'heure, j'ai cru vous comprendre que vous avez dit non, il ne marche pas, tout ça. Comment voulez-vous faire en sorte que les gens, les agents de la RTNC, à partir du DG jusqu'au tout dernier huissier, Piaté qui est là, quand il quitte, bien moi je meurs, je crains. Monsieur le Premier ministre, je crains que si je meurs aujourd'hui, comment ma femme va mener la vie, mais mes enfants. Et moi, Jean-Pierre Sengaloukavu est mort à Lubumbashi. 5 ans, je demande à son fils, 2 mois, 3 mois, on a coupé son salaire. Comment un agent de la RTNC pourrait-il entrer, avoir sa retraite? Merci. Vous savez, la question que vous posez est pertinente et touche toutes les catégories d'agents publics de ce pays. Et comme je vous l'ai indiqué, nous allons très sérieusement nous pencher sur la problématique de la retraite. J'ai parlé d'une machine bloquée depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que je parle d'une administration publique qui fonctionne avec 350 000 agents éligibles à la retraite? Je ne parle pas de 35 000. Je parle de 350 000 personnes. Et je vous ai parlé des nonagénaires, je vous ai parlé des centenaires. Les plus vieux fonctionnaires de notre pays, encore actifs et non mis à la retraite, à 110 ans. 110 ans. J'ai dit que ça dépassait le seul cadre du droit, que ça devenait un problème existentiel, un problème civilisationnel. Si vous voulez que je vous parle avec mon cœur, c'est une insulte contre nous-mêmes, contre notre civilisation, contre notre société. C'est un crime contre l'humanité de laisser quelqu'un travailler jusqu'à 110 ans. Ce n'est pas normal. Et le président de la République a clairement montré le cap. Il nous a instruits, et je l'ai dit, de mettre fin à ces inepties et de tout faire pour que les processus de mise à la retraite d'agents publics de l'État soient enclenchés. Et nous avons commencé, nous allons commencer au mois d'octobre, mais nous allons essayer de voir sectoriellement de quoi il en est. Et s'agissant de la RTNC en particulier, nous allons travailler, je l'ai dit tantôt, c'est pas seulement pour la taille, si vous voulez, les effectifs, la taille du personnel, mais c'est aussi par rapport à la question, à la problématique du vieillissement
des agents publics, au titre de la retraite, et après, on pourra parler du rajeunissement et de la modernisation. Donc, nous sommes solidaires à la RTNC, d'autant plus que, lorsqu'on parlait de la RTNC, il faut saluer d'abord ces braves gens, des gens qui travaillent et qui permettent à notre pays d'avoir une si belle télévision. Et je crois que Patrick, qui est lui-même journaliste de profession, de métier, est en train chaque fois, je crois que nous partageons sur toutes ces problématiques, va certainement être à la hauteur de deux enjeux. Je crois que je veux compléter le VPM spécialement sur cette question. Autorité. Pour vous dire que c'est la part de l'héritage. Aujourd'hui, nous étions à Goma avec le président de la République. Dans son interview du 30 juin, il a dit justement qu'il avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus de pression sur nous qu'avant. C'est très bien parce que nous sortons d'un contexte où le peuple a porté son dévolu sur nous, mais il faut qu'on se situe toujours par rapport au diagnostic. Nous sommes au gouvernement, ça fait 4 mois ou 5 mois. Ça veut dire qu'en 4-5 mois, nous ne réglons pas les problèmes structurels. C'est pour ça que j'aime à le répéter, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher de manquer des volontés de changer. Le vice-premier ministre aujourd'hui, ça fait peut-être très longtemps que vous avez même entendu un ministre de la fonction publique s'exprimer si clairement sur les différentes problématiques. Le rajeunissement, la modernisation, la mise à la retraite. Les problèmes qu'il aborde pour son secteur, c'est un problème cyclique. Armée, police, RTNC, dans toutes les structures de l'État, on a ces problématiques parce que justement, il y avait cette forme de, je ne dirais pas de démission, mais il y avait, voilà, ce sont des questions qui n'avaient pas bénéficié de la prise en charge qu'il fallait. Nous, le président de la République ne cesse de le dire, que le premier investissement, c'est l'humain, c'est le premier potentiel. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler autant pour la RTNC, parce qu'il y a déjà des plans, des discussions qui sont élaborés. Le collègue vous a donné un pan, nous y reviendrons. Mais autant, il faut le regarder aussi dans d'autres secteurs. Donc il faut considérer que vous avez en face de vous un gouvernement qui est déterminé. On ne va pas avoir la prétention de dire que d'ici la fin de notre mandat, on réglera tous les problèmes du Congo. Mais au moins, vous pouvez être sûr que l'hémorragie sera arrêtée et que nous allons rentrer dans la dynamique positive pour la construction. On va terminer, Monsieur le Vice-Premier ministre, avec Jules. Olongola Monier était. Idéologie. Nazana, mon et puis 2 petits biscuits pour le ministre Patrick Mouya. 2 petits biscuits. VPM, mais là, au moins, ça l'a passé. Au moins, on a abîmé 8 numéros matricules, 8 cartes bancaires. Azui salaire à l'État, azui. Aujourd'hui, les fournir pour nous mettre fin à des ordres. 2 petits biscuits pour le ministre Patrick Mouya, aux États-Unis. On accompagne le chef de l'État dans la 76e session de l'Assemblée générale. Polémique na Kinshasa. Chef de l'État, Baboy Kouamba n'est pas présent aux États-Unis. Pour Nani, Baboy Kouamba, chef de l'État, n'est pas présent aux États-Unis, comme nous avons sur place. 2e biscuit, tous en mardi. J'ai dit les Léopards jouent un match capital contre le Madagascar. La RTN est prête pour la retransmission. Nous sommes à bord, dans notre droit de diffusion comme d'habitude, parce que tous les Congolais attendent ce match. Merci. VPM. Alors, de Jules, merci à vous donner l'opportunité à répondre dans mon tournoi na Lingala. Solo, Ndengolobi, na kati ya administration na biso, bakaya fraude ezali mingi. Bakaya irrégularité ezali pe mingi. C'est-à-dire que oyo lobi opesi exemple moko, bakumila donc motazali na ministère oyo azali awa azali kuna azali na DGI na environnement na budget aza kozwa ba salaire minei mitano motoba bazali bakubila eza na baka mosusu baka ba doublon eza baka mosusu ya ba numéro matricule d'emprunt papa akufi mwana azwi numéro matricule to yaya azwi to voisin ayokani na veuve azwi numéro matricule eza na baka ya ba oyo tozo benga nouvelle unité. Vous allez le statut de facto, de fait, en soit été dans la loi, c'est-à-dire que bateau, bakoti, na ba fenêtre mike dans l'administration. Parce que chômage, ils ont été ma casse n'amboka,
que l'État a se trouvé dans la position Rosala, employeur presque unique. Il y a par rapport à les jeunes, aussi ça. Donc, moi, je condamner le phénomène ou les alité. Nous avons une décision dans le bas, dans nouvelles unités. Nous avons régulariser Kanabango, Malembe, mais en tenant compte de nos besoins réels dans l'administration. Nous avons en place informatique, parce que moi, je suis ça. Et en bas, nous avons une déclaration, l'administration, outils environnement, et outils budget, et outils dans le secteur affaires étrangères et consorts, et il y a une fonction publique. Bon, les lois, Totier frappe, fichier de référence et administration publique. Tout à l'heure, machine, appareil dernier cri et outil en Allemagne. Na banza aux journalistes hollandais qui tant yambaki ba machine wana. Yango ezako permettre biso tout ça là ba identification et recensement biométrique. Ba to ba kotia misapi, ba kotia pe fond d'œil na miso pe to kozwa ba donner na bango à ce qui concerne ma composition familiale naba. Bongo to kozala siko na machine o ya data center ya munene o ezali corruptible te. Soki ozongi ba mi balé otia ba empreinte ba ko identifier yo. Bongo na processus o to za osala ya certification naza kozwa ba arrêter pour na ko bloquer ba salaire wana. Ba salaire ya bato oyo bazali na ba catégorie o parmi lequel on signé au cité cumular arrêté pour bloquer le salaire na bango na niveau de la direction à paye na niveau ya ba banque commerciale et bazali na 3 mois na kopesa bango na ba arrêté na kopesa bango 3 mois parce que tous avez un état de droit ba ya kopesa ba justificatif par rapport ya ba grief ou ils ont retenu contre bango ce qui va pesa ba justificatif va recouvrir le droit dans bango, mais ce qui va passer le justificatif, n'a écarté bango définitivement du fichier et l'administration publique. Bongo n'a pas moins ekoya, tant aussi de sa opération il y a fiabilisation et fichier, tout qu'on a l'issue na kawana te. Bakawana et ces autres solutions partout, sauf pas nabis. Faut que nous soyons tous les cas na makaomo sous. Ou ya kosala kokipe makambo ya ba salaire ya ba fonctionnaire, kokipe makambo ya retraite, rajeunissement, ba conditions de travail, ou ezali ya mabe makasi na administration, auto kondima yango te, to doter ba fonctionnaire na ba transport, to doter ba fonctionnaire na ba ordinateur, to kipe makambo susu ke makambo o ya frodoa. Voilà, on a voulu ko ba na mais tozali déterminé parce que tata mokonzi ekolo a pesibiso mission wana et premier ministre ou Azali Kambabiso dans le gouvernement, Azali ko travailler sous sa coordination, sous sa supervision directe et en collaboration avec le ministre d'État et budget, na finance, pe bao nyoso sectoriel nyoso pour que to yeba kota la ndeni to ko redresser administration publique ou Azali pivot, ou Azali base socle et état nyoso na moki. Voilà, merci monsieur le vice-premier. Julia Liboso, makamba match ekoleka. Il y a peut-être des formalités administratives et salama parce que Boébike, droit de diffusion, j'avais dit la fois passée qu'il y avait un problème dessus. Le problème a été réglé. Maintenant, il y a un problème à la correspondant à la banque parce que c'est compliqué. RDC, sur un gatin d'abord, on n'a pas tout ça. Mais on a un babilo administratif, jeudi. Alors, sur la question de la visite du président aux États-Unis, Moranabiso n'a habité parfois les photos ont prix Nobel et à polémique. D'abord de 1, Bobi qui est présent à Kenda qui c'est en 6e Assemblée Générale et à Nations Unies. Nations Unies c'est l'organisation OYO et Yambakaba chef d'État Nyosataba Iran. Ceux qui baillent qu'on a raté là-bas américain mais New York est la capitale mondiale. En septembre, Bissonio soba membre de Kenda Koloba. Le président de la République est parti là-bas à double titre. Il est parti là-bas d'abord comme président de la RDC et puis président de l'Union africaine. Et à ce titre-là, Bolandagi discours au Yasalaki, où il a réclamé d'abord plus de justice pour l'Afrique, parce qu'on ne peut pas être un continent
avec 1 milliard d'habitants et le potentiel que nous avons, sans que tous là, un membre permanent dans le Conseil de sécurité. Je crois qu'il a dit de manière ferme, il faut 2 pays tout comme éligibles dans le Conseil de sécurité. Le président parlait de l'état de la démocratie sur le continent. Dans la Guinée, dans Mali, il a expliqué que la démocratie, c'est un modèle pour Botama et les Karanabako Koso. Mais les processus démocratiques avancent bien en Afrique. Le président Kendagi na Zambie, il y a eu une alternance pacifique. Le président a parlé de ça. Le président Lobi Makamba Covid. Parce que il est injuste que Bamboko et Alikolo, pays de l'Occident, ça là vaccin et Zalaka et Bango d'abord. Il faut plus de vaccins en Afrique, pas seulement des vaccins, mais il faut travailler dans la coopération pour qu'on soit en mesure de produire des vaccins awa dans le continent. Et puis il a parlé de la problématique de la sécurité, terrorisme. Alors, Namoni Batubalobi, président Kei, président américain et ambiété. D'abord, protocolairement, dans Makamba Covid, c'est compliqué. Ensuite, il a eu de réunions dans le président Biden. Mais la réunion Benezo Salama en visioconférence. Il y a une grande réunion sur les problématiques. Et vous avez vu que le secrétaire d'État américain, Ayaki Pamokondi, c'est le seul chef d'État Oyo, à Kutanakina, secrétaire d'État américain, pour batubele balobaraba, le protocole américain n'est fonctionnera. Pendant que Bisso Tozaki à New York, le président angolais Azaki à Washington, il a passé 5 ou 6 jours, Matika Lipe Omona, Amoni même pas président américain, Amoni même pas secrétaire d'État. Ça veut dire qu'ici, il faut tout le roi, nous on a une collaboration, une coopération avec le gouvernement américain. C'est la coopération qui a conduit au résultat. Il ne faut pas battre Kala, Nassima, protocole, beaucoup les plus importants. C'est la question des peuples. Et je crois que la réunion que le président a eue avec les secrétaires d'État américains, c'était une réunion importante où ils ont parlé. Il y a Makambo continent, il y a Makambo RDC. On a reçu un vaccin et outil d'un gouvernement américain. J'espère qu'il y a un vaccin. Pour ce vaccin, on a un vaccin pour voir dans quelle mesure on avance. Dans les Kozulu, polémique. Il faut suivre plutôt la ligne que le président a défendue et pour laquelle il a été massivement applaudi. Le président Larazaï, place Azagi à New York. À Tikala, parce que tous les chefs d'État africains qui venaient voulaient le voir. Les premiers ministres belges, les premiers ministres du Sénégal, les présidents du Sénégal, les chefs d'État Union Sobaza qui ont même Kosovo, Monakaka, président RDC. Je crois qu'il faut Totika, polémique, qui est dans l'essentiel. Monsieur le vice-premier ministre, on va terminer. Vous avez juste 1 minute pour la conclusion parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal. D'abord, M. Zulu Abangi, parce que ABC au vaccin, vous êtes volontaire. Hein, ah, bangate. J'espère que Zulu Azam au Pandisangomoné, il faut un vaccin. Mais il faut encourager effectivement Batunia Soba qui nous pose un vaccin, même si vous êtes volontaire. Akimi. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je peux encore dire, à part vous remercier, Monsieur le ministre, de m'avoir permis justement de répondre, comme je l'ai dit tantôt, à ces rendez-vous de la redevabilité vis-à-vis de nos compatriotes. Et je crois que nous allons continuer le travail, poursuivre les efforts tels que déployés actuellement sous la coordination du Premier ministre et suivant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je sais que les choses sont difficiles. Mais les choses ne sont pas difficiles parce que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Il faut oser faire bouger les lignes, prendre des décisions courageuses. Moi, je dis le temps de l'audace est arrivé. Il faut essayer de regarder des choses avec, aujourd'hui, un peu plus de pugnacité. Là où il y a la volonté, rien n'est impossible. Voilà. Et je crois que je lance un message d'espérance à tous les agents publics de l'État, tous les fonctionnaires qui ont longtemps désespéré, qui sachent qu'ils ne sont pas oubliés, où qu'ils se trouvent. Nous allons essayer de faire un effort pour progressivement penser à tout le monde. Quand je dis toutes les administrations confondues, nous allons lutter contre les disparités,
Et si on parle 20 000, 22 000 mécanisations, que chaque agent sache, peut-être que ce ne sera pas son tour, mais qu'il sache que ça va concerner toutes les administrations et toutes les provinces, voire tous les territoires. Et petit à petit, nous allons comme ça renouer avec l'espérance et permettre à ce que notre pays dispose d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. Mesdames et messieurs, merci, à un prochain rendez-vous. Merci, monsieur le vice-premier. Merci à vous.